RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. L'opération Valencia se poursuit avec le coach, le meilleur d'entre nous, le maître Yodu, Johan Durand. Salut Johan. Salut à tous, salut Benoît, ça va, impeccable? J'ai envie de te dire, alerte générale. On a des souffrances dans l'équipe, on l'avait dit. Le cycle qui arrive est délicat, quelques inquiétudes dans l'équipe, on va tout vous raconter, vous allez voir, ça va être passionnant. On va surtout voir comment certains champions réagissent lorsqu'il y a des coups durs, des petits grains de sable dans les préparations. On a hâte d'entendre tout ça, vous le savez, c'est l'opération Valencia. On emmène 4 champions, Nasser Boigny, Laure Manodou, Anto Mounier, Arnaud Clément, jusqu'au marathon de Valence. On est à 26 jours de l'échéance et on va profiter aussi de cet épisode, Johan, pour accueillir le directeur de course, Paco Borrao, le grand patron du marathon de Valence. Il va répondre à toutes les questions qu'on se pose. Si vous êtes français et que vous allez à Valence disputer le marathon le 7 décembre, vous aurez la réponse à toutes vos questions. Y aura-t-il des bouteilles d'eau en plastique ? Vous aurez la réponse dans ce podcast. C'est un peu l'enjeu comme ça de la venue de Paco. On prend de leurs nouvelles, on donnera quelques conseils et on vous rappelle les bons réflexes à adopter. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, le compte RMC Running. Sur Strava également, le club RMC Running. N'hésitez pas à envoyer des kudos à tous nos champions. Certains en ont besoin. Allez, c'est parti. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets. C'est parti pour RMC Running. Les présents aujourd'hui, Nasser Boigny est là. Salut Nasser. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on espère que toi tu vas bien. On va en parler dans un instant. Les petits soucis physiques que tu as, on pourra raconter ça. On a Anto Mounier qui est là. Salut Anto. Salut Ben, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah ça va, super. On est ravis, on te félicite de la semaine que tu viens de traverser. 100 bornes cette semaine. Bravo, chapeau. Merci. Première fois pour moi. Première fois que j'arrive à passer les 100 km sur une semaine. Ça laisse des traces, mais c'est une petite fierté personnelle, on va dire. Avec une sortie démarrée hier à 3h30 du matin. C'est ça. On va vous raconter ça. Chacun a ses dimanches, chacun a son rythme. Voilà, le concept de grasse mat le dimanche, il est différent pour chacun, ça c'est sûr. Arnaud Clément est là aussi. Salut Arnaud. Salut tout le monde. Content de te retrouver. Arnaud a essayé ses nouvelles fusées. Il a testé ses ASICS qu'il portera le jour de l'événement. Il pourra nous en parler. Arnaud, ça a été la semaine ? Ça a été très bien. Bon. Mais j'ai un petit truc à vous raconter quand même après, quoi. Ah, excellent. Et alors, vous vous dites, il en manque dans l'équipe. Il manque Laure Manodou, qu'on embrasse. Elle vous l'avait dit, elle était un peu faible. Elle avait des petits soucis la semaine dernière. Ça s'est confirmé. Elle sort de chez le médecin. Elle a une grosse fièvre et un début de rhume. Donc, on pense fort à elle. Elle reviendra en pleine forme, Laure, la semaine prochaine. On espère que tout se passera bien. Les suites logiques, entre guillemets, de son périple au Népal. Elle nous l'a dit d'ailleurs dans le groupe, Johan. Tous ceux qui étaient au Népal avec elle sont rentrés avec des défenses immunitaires très affaiblies. Et là, ils sont tous en train de tomber malades. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est pas forcément évident ce changement climatique, le changement entre l'altitude et un retour en France. Donc effectivement, ouais, bah tu t'es affaibli, t'as les défenses immunitaires au plus bas parce que t'as passé 15 jours à 5000 mètres. Et effectivement, c'est pas étonnant de tomber malade à ce moment-là et c'est un peu. Bah c'est dommage parce qu'elle repartait bien après le trek et là du coup ça va mettre de nouveau un petit coup d'arrêt, donc faut voir combien de temps ça va durer, savoir comment elle va ressortir de tout ça parce que quand on revient d'une maladie comme ça on est affaibli quoi, donc il faudra certainement repartir de façon progressive, on pourra pas repartir sur une sortie longue de 25 bornes. Donc effectivement les jours passent, mais après voilà c'est une battante et voilà ça se trouve en 48 heures ou en 3 jours ça sera réglé, faut espérer ça, ouais. Tout à fait. Et puis vous vous dites, il en manque un, c'est Baptiste, notre grand gagnant du concours qui va nous accompagner à Valence. Vous connaissez son profil désormais, quelqu'un qui courait uniquement pour le plaisir, qui découvre les entraînements structurés, qui a une vie professionnelle aussi à côté, donc il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Il nous a laissé une petite vidéo pour nous raconter sa semaine. Écoutez. Salut RMC, bon j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo parce que je pourrais pas être là pour le podcast de cette semaine. Donc voilà, la semaine s'est bien passée. Les séances ont été de qualité et pas trop de soucis particuliers. Fractionné était bien, avec le bon respect des allures cette fois-ci. Et puis la grosse sortie d'hier a été
a été chargé, 27 km avec une grosse partie en allure marathon. Les jambes sont lourdes un petit peu aujourd'hui, mais vraiment tout va bien. Pour l'instant, c'est que du bonheur. En termes de fatigue, il y en a un petit peu, mais franchement, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Et puis le plaisir est toujours là, donc c'est parfait. Cette semaine, c'est la dernière semaine de grosse intensité avant Valence. Donc voilà, on part encore sur 4 à 5 séances. Un peu de fractionné, et puis la grosse séance de ce week-end, je crois que c'est 30 km avec presque 20 km à allure marathon, donc je pense que ça va être le gros test avant Valence. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, salut. Bravo Baptiste pour ton investissement, la semaine s'est bien passée, on est plutôt confiant pour lui, hein. Finalement il digère bien l'entraînement de qualité, il respecte les allures que tu lui fixes, Yodu, donc tout va bien. Ouais, non, c'est du bon boulot, ouais. C'est assez simple. Il respecte bien les allures, le travail de fractionner allure marathon se passe bien. Et effectivement, je pense que le test, ça sera certainement dimanche avec. Bah, c'est pour beaucoup, hein, c'est pour beaucoup pareil. Dimanche, on est à 3 semaines de l'échéance, donc c'est là où tu places la dernière sortie. Donc, à voir comment il va sortir de ça, mais déjà dans la globalité et dans le volume de la semaine, il encaisse tout bien, donc c'est vraiment un très bon signe pour lui, ouais. Et on l'embrasse et on le suivra. Il sera là avec nous en studio d'ailleurs la semaine prochaine. Pour débriefer ça, ouais. L'alerte générale donc pour Nasser Bouhanni. Nasser, pour ne pas dévoiler de coulisses. Lundi dernier, tu nous dis je commence à avoir une petite douleur à la cuisse, c'est le nerf, je ne sais pas trop ce qui se passe. Texto dans la foulée de Johan Durand qui me dit si quelqu'un comme Nasser se plaint d'une petite douleur, c'est pas une petite douleur. Il se passe un truc, c'est pas possible. Bah Nasser, raconte-nous ce qui t'arrive et comment tu vas alors. Ouais, bah écoute, moi, tu vois, j'ai fait ma sortie longue là, il y a 2 semaines maintenant, je crois. Ouais, la veille du podcast qu'on a fait. Ouais. Et j'avais dit que justement, je m'étais efforcé d'aller courir dehors, il faisait très mauvais, du vent, de la pluie, et du coup, je suis quand même allé dehors. J'ai fait les 35 km avec allure marathon. Et finalement, c'est à partir de là que j'ai ressenti cette douleur, en fait. Ça m'a déclenché, je pense, c'est moi qui en déduis ça, le sciatique. Parce que j'ai une hernie discale que je traîne depuis un moment. Et je pense que c'est ça. Donc, du coup, demain, j'ai un IRM à faire. Et du coup, là, ça fait 3 jours que je cours plus du tout, que j'ai fait du repos. Et là, je sors d'un entraînement de vélo et aucune douleur sur le vélo, donc c'est plutôt bon signe déjà. C'est que je peux compenser les entraînements course à pied en faisant du vélo. Mais ouais, du coup, j'ai continué à courir avec cette douleur 3-4 jours. Et jeudi, j'ai essayé de faire des allures marathon et allures semi sur tapis et ça allait toujours pas. J'avais très mal. À l'impulsion, en fait, ça me faisait un coup électrique. Donc après ça, j'ai décidé vraiment de couper, de ne pas insister sur la blessure. Et j'ai fait 3 jours off complet avec beaucoup de gainage, de renfo, etc. les 3 derniers jours. Et là, j'ai fait 1 heure de vélo, ça allait sur le vélo, 0 douleur. Mais c'est vraiment à l'impulsion où je ressens cette décharge électrique et la douleur, quoi. Ce qui est bizarre, c'est qu'à chaud, t'as moins mal qu'à froid. T'as mal le matin quand tu te lèves en marchant. En fait, quand je commence après 5-6 km en courant, en fait, la douleur, elle s'estompe et j'ai beaucoup moins mal. Donc, je pense que c'est pour ça que j'en déduis que c'est le sciatique. Hein. Je pense que c'est l'hernie discale qui comprime le sciatique. Après, je suis pas médecin, hein, je vais faire l'IRM demain, mais c'est ce que j'en déduis. Et je pense que c'est ça qui me crée la douleur. Et du coup, quand le muscle est chaud ça va, je peux forcer en fait. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas non plus très très grave et que quoi qu'il en soit, je vais quand même courir avec la douleur. Hein. Je vais pas renoncer à 3-4 semaines du marathon. Et là il y a le semi-marathon de Boulogne dimanche. Et je pense que après je vais peut-être revoir mes ambitions à la baisse, hein, parce que je voulais faire c'était quand même une période importante. La semaine dernière, j'avais prévu 140 km par exemple, et là j'ai fait 75 km, même pas, je crois 70 la semaine dernière, donc c'est quand même on est quand même dans une période importante, cette semaine aussi, la semaine prochaine aussi. Donc voilà, je vais peut-être revoir mes ambitions un peu à la baisse, mais je vais pas renoncer comme ça, ouais.
Vous ne rêvez pas, hein, cette semaine, Arnaud, Anto et moi, on a plus couru que Nasser. Eh oui, ceci n'est pas une blague. Mais il avait pris de l'avance. Hein. Ouais, il avait pris de l'avance, donc il peut se permettre. Coach, est-ce que tu es inquiet? Ce qui est génial, c'est que ça a déclenché une sacrée solidarité entre vous, entre nous, parce que tu as eu tous les conseils d'anciens champions qui ont été confrontés à des blessures, Arnaud et Anto notamment, qui t'ont donné quelques conseils par rapport à ça. Arnaud pourra nous en parler, parce que c'est des petits soucis musculaires qu'il connaît bien, mais déjà l'avis du coach running, Yodu, est-ce que tu es inquiet? Est-ce qu'à ton avis c'est grave? Et est-ce que là c'est la panique ou il faut rester calme et mesuré? Jamais de panique, faut jamais paniquer. Okay. Et non, il n'y a pas de panique à avoir parce que, Nasser était très en forme et tout le début de prépa, voire les 3/4 de la prépa se sont bien passés et il a fait des gros volumes qui, pour moi, vont lui permettre de pouvoir capitaliser encore pendant 3 semaines. 2, il peut faire une autre activité sans contrainte et sans douleur, le vélo, donc il va pouvoir fractionner sur le vélo, même si c'est pas le même effort. Cardiaquement, il va quand même pouvoir bosser. Et 3, il va passer une imagerie assez rapidement, donc on en saura un petit peu plus. Et tu as des douleurs, des fois, typiquement le syndrome de l'essuie-glace, le TFL, tu vois, qui est une douleur assez vive à froid et tu as super mal. À chaud, tu as pas mal. Et tu peux faire des séances. J'ai déjà vu des gens venir en compétition au championnat de France élite, s'échauffer sur des vélos et courir parce qu'à 20-21 km/h, ils avaient pas mal. Et par contre, à 12, 13, 14, à froid, la mise en route était compliquée, mais une fois que c'était chaud, la douleur passait. Alors, je dis pas que c'est ce qu'un Nasser ou que ça va peut-être se faire, mais tu vois, s'il faut serrer les dents pendant 3 semaines... En fait. C'est ça ton problème, Nasser. Voilà, il faut peut-être faire... Tu rigoles, mais ça se trouve, peut-être qu'il faudra faire les échauffements en vélo et faire que le corps des séances en course à pied. Ça se trouve, ça c'est quelque chose, un protocole qui pourra peut-être être mis en place. Alors déjà, il faut voir, on va attendre l'imagerie avant de déterminer si il peut partir sur ce protocole-là. Mais franchement, sur 3 semaines, surtout sur une fin de prépa marathon où les 15 derniers jours, on sait que déjà, il n'y a plus beaucoup de volume. Il y a une semaine à gratter. Donc, moi, je suis pas encore dans l'alerte générale. Et puis, de toute manière, parce que Nasser était en avance. Hein, il était vraiment fort. Donc, je pense qu'il ne va pas perdre plus que ça. Hein. Arnaud, tu l'as pas mal conseillé parce que ce sont des problématiques que tu connais. Hein. Ouais, alors c'est un peu compliqué parce que moi, je peux raconter de mon expérience, moi, ce que j'ai vécu. Mais voilà, ça peut être différent à chaque fois. Mais c'est vrai que j'ai eu ce problème dernier discal avec cette douleur vraiment très, très vive au dos, en haut des fessiers. Et en fait, tout ce qu'on dit de manière assez classique, qui doit faire du bien normalement, qui doit soulager assez rapidement, moi, ça m'avait absolument rien fait. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé un petit peu mon protocole personnel. Donc, voilà, je le partageais. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Mais en tout cas, voilà, il faut chercher ce qui convient le mieux, en tout cas, pour sa douleur. Et il en saura plus demain avec l'IRM, en effet. Anto, c'est des problématiques que tu connais en tant qu'ancien footballeur aussi? L'hernie discale comme ça, les douleurs, les nerfs pincés? Ouais, le dos, j'ai eu un petit souci au dos il y a quelques années en arrière, pareil aussi avec une hernie discale qui est venue suite à un choc il y a une quinzaine d'années. Et là, avec l'âge et je pense avec le changement de direction, les sauts, les retombées, etc., c'est sorti un peu. Donc, il y a eu une période un peu où c'était inflammatoire. Pendant bien 2 ans, j'avais mal au quotidien. J'avais mal au quotidien. Ouais. J'étais arrivé à un point où j'arrivais même plus à faire tout ce qui était le travail de renforcement, gainage, etc. Parce que j'avais tellement mal que je pouvais plus. Donc, j'ai dû vraiment m'arrêter pendant une longue période, le temps que l'inflammation réduise de mon côté. Et puis après, j'ai pu reprendre. Aujourd'hui, j'ai plus mal. Johan, si on parle de planification pour Nasser, on l'a compris, moralement c'est aussi dur à digérer vu tous les efforts consentis. La forme était là, ça se gère, un état de forme aussi, parce qu'on est encore à un peu moins d'un mois désormais de l'échéance. Est-ce qu'avec le vélo, il va combler le manque de course à pied? Forcément non, pas entièrement, parce que c'est pas le même effort, mais d'un point de vue cardio, tout ça, est-ce qu'il faut malgré tout conserver une activité absolument pour faire tourner comme ça la machine et garder un niveau d'endurance? Ah oui, non. Ouais, t'es quand même obligé de garder la machine, de garder ce niveau de cardio via un sport porté comme le vélo. Après, c'est vrai que la problématique de Nasser, c'est qu'il vient pas de la course à pied et que sa vraie contrainte sur un marathon, et il l'avait vécu lors de son premier marathon, c'est la casse mécanique qu'il y a après 30-35 bornes. Et ça, c'est vrai que malheureusement, il y a un peu que la course qui fait que tu t'habitues à ces traumatismes en courant, en répétant les sorties longues, en faisant des volumes. Alors,
peut-être que depuis son marathon, c'était il y a plus d'1 an, donc le volume qu'il a fait en course à pied pendant 1 an va l'aider justement à passer ce cap-là. Mais effectivement, sa problématique, c'était ça, c'était faire des bornes pour un peu casser les fibres, habituer son organisme à courir. Là, malheureusement, peut-être sur les 3 dernières semaines, il va devoir faire des volumes en course à pied, admettons à 50-60. Ça serait déjà, pour moi, on peut très bien sauver les meubles et il peut faire un excellent chrono en faisant 50 bornes par semaine sur les 3 semaines qui restent. Hein. C'est tout à fait faisable. Si à côté de ça, il fractionne en vélo et il fait juste 50 bornes où il fait quasiment que du fractionné et de mettre du renfort à côté, d'aller chercher s'il peut sur des machines guidées, tu vois, je te demande pas de faire peut-être de la plier ou des choses comme ça qui vont demander un impact au sol, mais sur des machines guidées, si la sciatique est pas trop douloureuse, aller essayer de casser un peu de fibre comme ça pour continuer à travailler musculairement. Mais et encore, c'est dans un delta de 15 jours parce qu'on sait que, même pas 15 jours, 10 jours, parce qu'on sait qu'à 15 jours du marathon, toute la partie renfort, faut arriver avec des cannes neuves. Donc ça, c'est vraiment sur il reste quoi, 10 jours à peine, même pas pour bosser. C'est 10 jours là où il faut trouver des moyens de bricoler pour lui, ouais. Nasser, tu es le roi de la planification de l'entraînement. Est-ce que tu as réfléchi à différents scénarios en fonction du diagnostic de demain ? Comment tu vas adapter tout ça ? Est-ce que l'affûtage, tu vas le réduire pour essayer de garder de la qualité si tu peux recourir dans une semaine ? Enfin, est-ce que tu te fais des scénarios dans ta tête déjà un peu ? Ouais, déjà, merci à tous pour vos différents conseils que j'ai bien pris note et avec vos différentes expériences. Parce que quand même, c'est pas rien. Et on a tous vécu des blessures dans nos carrières, donc c'est toujours important d'avoir des avis différents. Et me concernant, non, je vais vraiment alterner, je pense, vélo. Là, je pense que je vais faire du vélo tous les jours, là, jusqu'au semi de Boulogne, en faisant 1 heure, 1 heure et quart de vélo, maximum 1 heure et demie, pour pas trop non plus rester sur vélo. Et je vais essayer d'alterner, même si j'ai mal avec des footings, quoi. Je vais essayer de reprendre dès demain ou après-demain sur tapis déjà dans un premier temps. Et comme l'a dit Yodu, là, cette semaine, si j'arrive à faire 50 km avant le semi de Boulogne, plus le semi de Boulogne du coup dimanche, ce sera déjà une bonne semaine en ayant alterné avec le vélo. Et par contre, du coup, ce qui est bien, c'est que je fais beaucoup plus de renfort et de gainage, etc., que je ne le faisais finalement dans les dernières semaines, parce que j'étais un peu focalisé exactement sur les étirements, sur tout ça, je néglige pas, alors que c'était des choses que peut-être avec la fatigue et quand on fait des semaines entre 120 et 150 km, on est focalisé sur la course à pied, on se dit on loupe la séance de gainage, on loupe la séance de renfort, etc. Et là, du coup, peut-être que ça va être un bonus aussi parce que là, tous les jours, je suis en train de faire 25-30 minutes de gainage. Enfin, pas de gainage, mais de renfort, y compris du gainage. Ouais, voilà, j'aimerais bien avoir le corps d'Anto Mounier au départ du marathon de Valence. C'est mon rêve. Bon, rassure-toi. 3 semaines, ça va être dur. Hein. 3 semaines, ça va être dur. Il faudrait 2 ans. Tous les jours gainage, ça vient vite. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Oui, puisque bon, il y a peu de graisse déjà sur l'organisme, donc a priori, ça peut venir assez vite. Ouais, ça ressort vite. Je suis sur le club RMC Running sur Coros, le training hub RMC Running Valencia, et je vois ton niveau de course à pied sur 100, c'est 95,5. Donc rassure-toi, les niveaux sont bons. Mais oui, on fera le point d'ailleurs en détail. Bon, ça te surprendra pas d'ailleurs, vous allez voir ça sur YouTube, mais niveau de récupération, 100%. Bah oui, ça fait 2-3 jours que t'as pas couru. Donc forcément, t'es à 100% de... Là, s'il y a une course, je vais être bien. Là, c'est un lion en cage. Dans la maison, ça doit tourner en rond. Laisse tomber. Dès que je suis parti du lotissement sur mon vélo, j'ai limite grillé les stops. Non, ça c'est pas bien. Ça faut pas le faire. Non, il doit être invivable à la maison, le mec, c'est sûr. Alors, c'est pas évident. Les semaines des autres. Arnaud Clément, comment s'est passée ta semaine ? Reprenons les bonnes habitudes. Donne-moi tes notes sur 10, Arnaud. Plaisir, fatigue, difficulté, alors. Je pense que c'était ma meilleure semaine. Excellent. Je pense que je vais mettre un 8 en plaisir, vraiment. Okay. Je vais mettre du 8 partout, c'était vachement bien. Okay. J'avais pas mal d'appréhension sur la sortie longue, qui s'est extrêmement bien passée jusqu'à hier soir. Donc j'étais dans super état d'esprit au niveau mental, j'étais super content, j'avais plein de confiance. Mais ce matin, au réveil, par contre, c'est plus du tout la même. Crac.
j'ai des courbatures comme un marathon quasiment. Ah ouais. Des difficultés à monter, à descendre des marches. Alors, je suis quand même allé faire la sortie lente. Alors, je me suis dit que ça allait chauffer, mais finalement, c'était peut-être pas une bonne idée. Donc, je pense, j'ai commencé à en discuter avec Alex, je vais devoir un petit peu adapter la semaine pour vraiment récupérer pendant peut-être 2-3 jours, parce que c'était quoi ta sortie hier, c'est assez violent. Arnaud, c'était quoi ta sortie hier alors? Hier, il y avait 31, j'ai fait 10 km à mon allure marathon, plus 8 à une allure juste quelques secondes de plus que mon allure marathon. Ah ouais, c'est une belle séance quand même. Ça fait 18 km d'allure. 18 km d'allure, ouais. Donc effectivement, c'est pour ça que musculairement... Je me posais la question, ouais. Vas-y, Arnaud. Non, pardon, excuse-moi, Evan. Non, vas-y Arnaud, t'allais poser une question, au contraire. Non, je veux dire, je me posais la question du pourquoi. Alors, c'est la première fois que je fais autant de rythme à marathon sur une séance. Mais donc, j'ai aussi mis des chaussures que je vais mettre pour la course. Pour la première fois, j'essaie de tester. Et donc, je me posais la question, cette impression de facilité que j'ai pu avoir, entre guillemets, facilité, mais je m'attendais vraiment à plus dur sur la séance. Je me suis dit, bon, quand même, les chaussures, elles m'amènent quand même beaucoup. Mais je me demande si, musculairement, vu que c'est la première fois que je les mettais, mes muscles ont pas un peu plus souffert, mais voilà, j'ai pas trop l'habitude. Je sais pas trop la différence avec que peut faire sur l'organisme des plaques carbone. Si, c'est ça, ouais. Non, il a raison. Je pense que la contrainte musculaire qu'il ressent ce matin, c'est lié à la sortie longue, effectivement, qui est quand même assez longue. 31 km, c'est pas rien, surtout dans une grosse semaine où il a couru 5 ou 6 fois dans la semaine. Donc, c'est quand même assez lourd. Et après, effectivement, je pense que les nouvelles chaussures et de mettre des chaussures à plaque de carbone pour la première fois, on le sait, les mousses sont quand même super instables, c'est quand même assez mou, donc le pied travaille plus musculairement, même si on dit que elles protègent, c'est une économie de course, une protection musculaire. Malgré tout, elles sont très légères. On est sur des chaussures qui font pour certaines moins de 200 grammes, et pour les plus lourdes en plaque de carbone, on est sur du 220. Donc on est loin de la chaussure qu'on peut mettre au quotidien. Et donc effectivement, c'est peut-être pour ça que Arnaud a des douleurs musculaires ce matin, et je pense que la chaussure y est pour beaucoup. Elle l'a aidé à aller plus vite sur sa course, à se sentir mieux, à avoir une fréquence cardiaque certainement un poil plus bas que ce qu'il a en temps normal. Mais par contre, c'est vrai que d'un point de vue musculaire, le lendemain, malgré tout, cette légèreté et cette instabilité de la chaussure fait que malgré tout, musculairement, t'es chargé. Ouais. Mais il a bien fait de les mettre à l'entraînement, parce qu'il faut absolument tester son modèle avant d'y aller le jour J avec un modèle qu'on Exactement, connaît. Ouais. Parce qu'il faut adapter la foulée. Enfin, il a dû voir la sensation, et il va nous le dire, mais la sensation est quand même assez bluffante et assez différente d'une chaussure habituelle. Ouais. C'est intéressant, ça. Tu vises moins de 3 heures. Le modèle, pour ceux qui ça intéresse, c'est donc la Metaspeed Tokyo. Voilà, donc ça doit être la Metaspeed Sky que tu as, tu sais ou pas, Arnaud, parce que c'est différent entre la Sky et la Edge. C'est Tokyo, ouais. Ça dépend de la cadence. Ouais, parce qu'en fait, tu regarderas dans la chaussure, mais s'il y a marqué Sky, c'est donc la plaque n'est pas placée au même endroit. C'est ça, Johan. Donc la Edge te force à faire plus de pas, voilà, augmenter la cadence. Alors que la Sky c'est pour les foulées un peu aériennes. Voilà, exactement. Comme tu es un mec aérien. Mais c'est des chaussures à 170 grammes. Donc c'est pour ça que musculairement, ça fatigue. Ouais, tu regarderas, Arnaud. Mais Arnaud, c'était pas ta plus grosse séance de la prépa, c'est celle de dimanche, celle qui arrive, ou non, c'était celle-là la plus grosse? Là, pour l'instant, c'était la plus grosse, mais la prochaine de dimanche prochain. Alors, j'ai des petites obligations, donc elle sera décalée à lundi. Elle est encore un peu plus costaud encore. Ah, c'est encore un peu plus solide. Ok. Tu sais ce que tu vas faire un peu sur ta sortie longue de la semaine là, alors? Dans la dernière, c'est 2 heures. C'est 5-5-10. Ah ouais. Et 2h30 avec 5-5-10. Il y a 20 bornes. 5-5-10, donc ils sont malins, ils t'ont gardé 20 bornes d'allure marathon, voilà, et avec un bon échauffement, ce qui fait un total à presque 32, je crois, ce qui est prévu normalement sur la séance. Ok. Ça va être sympa le 10 à la fin. Ouais, c'est clair. Après le 5 et le 5, c'est vrai que dans cet ordre-là, c'est dur. Là, c'est pas cadeau. Dommage que tu fais le 10 d'entrée, après ça va être sympa.
Ah ouais, le vélo, c'est vrai qu'un vélo, c'est plus sympa à faire un vélo, ça c'est sûr. On le savait, on est dans le cœur du réacteur, on l'avait dit, c'est là que ça compte, c'est là que c'est dur et c'est là qu'il faut assurer, enchaîner les kilomètres. D'ailleurs, très bonne réflexion d'Arnaud, il a mal aux cannes, c'est un peu notre cas à tous parce que hier on a beaucoup couru, le cas de Nasser est particulier parce que malheureusement il est au repos forcé. Là, il faut y aller, Johan, il faut forcer sur les courbatures, il ne faut pas s'arrêter maintenant, il ne faut pas trop s'écouter sur les 2 semaines qui sont en cours là. Oui, alors il faut forcer, tout est relatif. Si vraiment il y a une alerte, une décharge musculaire ou autre, un truc où on sent qu'on est limite contracture, effectivement là faut peut-être un petit peu calmer. Mais si c'est des courbatures et des sensations de jambes lourdes, voilà, effectivement un petit peu mal aux cannes, non, on peut y aller. Et justement c'est cette période-là où justement on touche presque du doigt, ce que je disais, cette sensation qu'on a à la fin du marathon au 30-35e, qu'on a du mal à retranscrire. Bah là, tu vois, c'est presque dans ces période-là où on y est le plus près, tu vois, où sur ta sortie longue du dimanche, quand tu as déjà couru 6 fois dans la semaine et que tu as 10 km allure marathon, le premier bloc il passe et le deuxième bloc, là, tu commences à plus lever les cannes, tu commences à plus rien avoir. Et donc là, effectivement, tu touches un peu du doigt la sensation qu'on aura tous, que vous aurez tous au 35 km au 35e à Valence. Donc non, faut y aller et il faut pas s'affoler justement. Si on n'a pas des bonnes sensations, si les jambes sont lourdes, si on est fatigué, si on a du mal à tenir les chronos, c'est presque pour moi plutôt bon signe. Ça veut dire que là, on est au cœur de la prépa et par contre, il faut bien sûr derrière ne pas hésiter à ralentir et pas s'affoler. C'est tout à fait normal d'avoir mal aux jambes. Et derrière, la phase d'affûtage de 3 semaines va venir réparer un peu tout ça et après, derrière, normalement, on vole. Ouais. Bon. Arnaud, tout va bien? Tu restes motivé? T'es prêt pour la semaine qui t'attend? Oui, très très motivé, mais là, un petit peu inquiet. Oh, ok, t'inquiète pas, ça va aller. Non, si les allures marathon se sont bien passées, c'est déjà bien. C'est les courbatures où il faut faire vraiment attention. Ah, tu connais, comme tu te connais bien, Oui, je les vois. Mais alors, ce qui est très bizarre, c'est que je finis ma séance et le soir, j'en ai pas. Et je les ai ce matin, en fait, au réveil et beaucoup plus après la sortie lente, quoi. Donc, c'est un peu violent. Est-ce que normalement, c'est après le marathon qu'on peut plus monter et descendre des marches. C'est pas maintenant. C'est pas faux. Est-ce que tu as été bon sur ton plan de nutrition? Les gels, la boisson, tout ça? Je me pose aussi la question. J'ai fait attention. Je suis parti avec 500 millilitres avec une boisson isotonique plus 3 gels. Ouais. Ah ouais, quand même. T'étais bien armé quand même. Ouais. T'étais armé. Bon. Okay. Après 500 pour 2 heures d'effort, c'est peut-être pas assez en termes d'hydratation, ce qui peut expliquer ces courbatures un peu plus. Derrière, il faut bien boire aussi toute la journée. Il n'y a pas que sur l'effort, mais ça après, vous êtes tous des sportifs de haut niveau, vous le savez, mais c'est pour les auditeurs. Effectivement, il y a ce qu'on va prendre sur la sortie longue et tout de suite dans la demi-heure après, bien s'hydrater, bien s'alimenter et tout au long de l'après-midi continuer à recharger pour justement éliminer tout ça, ouais. Arnaud, tu vois, je vais rebondir sur ce que dit Yodu. Moi, finalement, c'est là que je me suis blessé. En fait, j'ai fait la sortie longue sur la fatigue. Après, je pense que c'est aussi dû aux conditions météo. Mais j'avais exactement cette sensation-là de jambes vides. J'avais du mal à maintenir les allures au marathon. Après, c'était voulu. J'étais sur un cycle où je voulais finir sur une semaine à 150 avec la sortie longue. Mais c'était exactement les sensations que Yodu a dit. J'avais les jambes vides. J'avais du mal à tenir les allures. Et c'est là que finalement que je me suis blessé au niveau du sciatique. C'est là que ça arrivait, quoi. Tu me fais une sorte de passe décisive, Nasser, parce que ça me permet de teaser un épisode qui arrivera très vite avec la star française du marathon, Nicolas Navarro, qu'on a reçu. Et on va publier l'épisode dans les jours qui viennent, qui lui est en prépa de Valencia aussi. Et vous allez voir sur sa méthode qui est toujours dans le contrôle, sur ses grandes séances. Pour vous donner un ordre d'idée à vous tous, il a eu une semaine où il a fait un jour 20 fois 1000 et un autre jour 40 fois 400 mètres. Voilà le genre de séance qui s'envoie en ce moment à Fourromeux, Nico Navarro. Mais il explique très bien comment il est en contrôle à chaque fois et qu'il écoute plus la sensation que l'allure visée systématiquement. Je remercie Arnaud. Merci Arnaud d'être venu. On te retrouve la semaine prochaine. Bonne séance d'entraînement. Écoute, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Et fais attention quand même. Si tu sens que ça pique trop, accorde-toi peut-être un jour de repos. Là, il faut adapter. Je le ferai. Salut Arnaud. Bon, merci beaucoup et puis allez, bon courage à tous. Salut Arnaud. Bise. Salut Arnaud. Ciao.
Et donc, notre champion en Grèce, Anto Mounier, on n'a pas encore débriefé ta semaine. Donne-moi tes notes sur 10 alors, à part ce dimanche avec une nuit très courte. Comment s'est passée la semaine, Anto, alors ? Bien passé, comme je disais au début, c'est une petite fierté personnelle d'avoir franchi la barre des 100 km hebdomadaires. Bravo. Parce que ça m'était jamais arrivé. Et c'est vrai que j'ai une petite pensée pour Nasser, parce que je me suis dit, j'ai fait 100 km dans la semaine, j'ai l'impression d'avoir passé la semaine à faire que courir, donc je sais pas comment il fait quand il en fait 150, mais bon, ça c'est un autre sujet. Non, mais après, précise les 200 mètres aussi, les 200 mètres. Ouais, c'est ça. Non, et puis, du temps, il lui manquait 200 mètres. Non, il a fait 200 mètres pour rien, c'est ça. J'arrive à l'arrivée du 10 km dimanche, et au moment où je vais pour rentrer pour Strava pour voir un peu, je vois, je suis à kilomètre de la semaine 99 km point 280. J'ai dit non, point 840 pardon. Non, 8, j'ai dit c'est hors de question pour ma fierté personnelle de pas faire ça. Oui. Donc j'ai remis les baskets, tu sais quoi, je suis parti même avec les baskets sans faire les lacets, j'ai réactivé mon Strava et je suis parti courir 300 mètres. Je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là, mais je voulais, comme je disais, je voulais le faire. Mais écoute, ça s'est semaine bien passée. Après, au niveau fatigue, c'est vrai que ce matin, je me suis réveillé bien fatigué, les jambes bien lourdes. Tu l'as senti? Ouais, je l'ai senti, mais tu vois, le réveil de dimanche matin très tôt, enfin au milieu de la nuit, était plutôt bien, parce que j'ai l'habitude de me lever tôt. Même là, c'était plus tôt, mais je me suis couché aussi plus tôt le samedi soir. Et puis, j'avais cet objectif en tête. Et puis après, voilà, quand tu es compétiteur et quand tu veux quelque chose, je me levais à 3 heures pour savoir que c'était moi qui décidais de le faire. Donc, et je savais que je ne pouvais pas le faire derrière. Après les 10 km, ça allait être compliqué. Après, c'est le dimanche, tu as la vie de famille aussi. Quand tu as des longues sorties comme ça, tu sais que tu pars pour longtemps. Donc je voulais tout plier avant de le faire. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Je suis parti tôt. J'ai croisé des personnes à cette heure-ci de la nuit que j'ai pas l'habitude de voir, tu vois. Mais voilà, sorti de boîte de nuit. Les sorties de boîte de nuit, où il y avait même navets qui rentraient en boîte de nuit, parce que je suis passé vers 4h moins le quart à des endroits long la plage. Se dire, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qu'est-ce qu'il a? Ah ouais, ils m'ont dit celui-là, c'est un fou. Ils m'ont dit celui-là, ils ont dû se dire celui-là, il est fou. Mais écoute, non, j'avais la séance, tu vois, j'ai réduit un peu, parce qu'à la base, j'avais 32 km normalement dimanche en séance longue. Ouais. Mais vu que j'avais le 10 km derrière, le coach, on a réduit, on a fait 26. Donc j'ai 6 km d'échauffement, et après j'avais allure marathon 5, 4, 3 et 2 km que j'ai bien tenu, avec 1 km de récup entre chaque bloc que je tournais à entre 5, 15 on va dire, le kilomètre de récupération, et mon kilomètre, le bloc marathon en 4 km. Et après, j'avais 3 à la fin de retour au calme. Et puis voilà. Et bah ouais, bravo. C'est bien passé. Et j'ai bien aimé la façon, parce que ça peut parler à beaucoup de ceux qui nous écoutent, dont tu as associé cette sortie longue au 10K que tu voulais faire aussi avec ta compagne, je crois. Donc, il y avait les 10 km à côté de chez toi. Donc, tu as adapté ta journée pour pouvoir faire la course avec elle, quoi. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et... Ouais, exactement. On a fait le 10 km tu vois, en 4,29 au kilomètre, donc 45 minutes. Donc, c'est bien. Pas de la récup non plus, hein. Pas de la petite récup, c'est quand même il faut mettre un petit tempo. Ouais, et puis les 10 km d'Athènes, pas facile, parce que le parcours donc le premier kilomètre, c'est un faux plat descendant. Par contre, du 1 au 6, ça monte. Okay. Ça monte bien, c'est plus qu'un faux plat montant, je dirais. Et après, du 6 au 10, ça descend. Donc, non, c'était pas facile, mais c'était une bonne expérience en plus de faire en couple, etc. Donc, c'était sympa. Bravo, c'est un marathon mythique. Il y avait le 10K et le marathon. Et on remercie tous ceux qui nous ont envoyé leur publication du marathon d'Athènes. C'est quand même quelque chose d'arriver dans le vrai stade olympique. Et voilà, vous avez pu vivre ce bonheur. Les gars, restez là, parce que tout de suite, on passe à la séance. RMC. La séance. Et une drôle de séance aujourd'hui. Il s'agit d'étudier le parcours qui vous attend le 7 décembre, dans 26 jours. Et pour cela, on accueille le grand patron, le directeur de course du Marathon de Valence, Paco Borao, qui est notre invité dans RMC Running. Salut Paco. Bonjour les gars. Salut, bienvenue. Très content d'être avec vous. Eh ben nous aussi, Paco, tu le vois, on t'a concocté une team de champions. Sache que le 7 décembre, on te ramène une championne olympique de natation, un champion de France de cyclisme, un champion de France de foot et un finaliste de Grand Chelem en tennis. C'est pas mal ça quand même. Ouais, c'est pas mal, mais bon,
c'est bien que vous ne soyez pas plus de 3 dans chaque sexe, parce qu'il n'y a que 3 médailles. Là, l'or, l'argent et le bronze. Donc... Ah ouais, c'est ça. Bon, les médailles, ça va courir un peu plus vite devant. Hein. Surtout, ton plateau élite est assez chargé. Bon, Paco, comment ça va? Est-ce que l'organisation se passe bien? Est-ce que tu es confiant comme ça à moins d'un mois du grand événement? Ouais. Très confiant. On a, disons, le calendrier est bâti sur le fait que le semi-marathon se fait 6 semaines avant le marathon. Ouais. Donc, c'est un bon test pour voir, disons, le climat aux autorités, les sponsors, les athlètes, etc. Donc, le semi s'est bien passé. Comme dit quelqu'un, il dit ben, vous n'avez pas battu ce coup-ci les records du monde, et j'ai dit couillon, on ne bat pas les records du monde parce que c'est nous qui les avons, donc on ne va pas se battre nous-mêmes, quoi. Mais enfin, non, blague à part, disons, tout se passe bien. On a les inscriptions d'ailleurs étaient pratiquement pleines la première semaine où elles ont été mises à la vente. Oui, bien sûr. Donc on a 35 000 disons, inscrits. Pour ceux qui avons démarré le marathon de Valence, c'est un rêve. Mais bon, c'est comme ça. Le running a pris, disons, un bonheur populaire qui va, disons, des athlètes élites jusqu'aux populaires le plus, disons, du quartier le plus éloigné de la ville. Donc, c'est parfait. On a donc ces 35 000. T'as une idée, Paco, t'as une idée du contingent français, le nombre de Français qui seront présents cette année au départ? Ouais, je dois l'avoir quelque part, mais je ne sais pas. Mais c'est des centaines, hein. Ça, je suis sûr de ça. Des centaines, si ce n'est pas plus de milliers. Parce que, disons, le contingent français est un des plus, disons, la frontière est là, quoi. C'est facile, disons, d'accéder à Valencia par l'autoroute, etc. Et pour que vous sachiez, le 60% donc de 35 000, 18 000 sont étrangers, ce qui nous fait que les hôtels, disons, de 100 km au nord, 200 km au sud, sont pleins, disons, des gens pour courir le marathon, parce que les gens commencent à nous comparer avec des villes. J'ai dit non, on n'a pas besoin de se comparer avec ailleurs. Simplement, on se compare avec Barcelone et Madrid, disons, qui sont des villes espagnoles. Ces deux villes ont 5-6 millions d'habitants, nous on n'arrive pas à 1 million. Donc déjà, l'organisation de cette course demande une coopération avec l'administration locale, les sponsors et tous les services, appelons ça, administratifs de la municipalité, avec lesquels on a une excellente relation. Paco, on sort d'une année très particulière. Souvenez-vous, les terribles inondations qui ont touché la région l'année dernière à 1 mois du marathon. Vous aviez décidé de maintenir ce marathon. Décision courageuse. Vous aviez créé une fondation qui venait en aide aux victimes de ces inondations. Cette année, heureusement, cette région n'a pas été touchée, même s'il y a eu quelques pluies diluviennes il y a quelques semaines à Valence. Est-ce que ça a profondément marqué la ville, l'organisation de la course, et est-ce qu'il y a encore des actions qui sont menées pour les victimes de l'an dernier dans la région de Valence? Oui, disons, nous, en ce qui nous concerne, on avait pris, disons, ça s'était passé juste là, disons, 2 jours après le semi-marathon, donc 5 semaines quelques avant le marathon. On a évidemment décidé de tout arrêter, inclus les messages de presse dans les journaux, dans les radios, etc., parce que ce n'était pas le moment. Mais disons 2-3 semaines après, en ayant contact avec les clubs des villes, ici, comme j'ai dit au départ, disons dans les clubs qui entourent Valencia, il y a des clubs d'athlétisme qui sont plutôt des clubs de running dans tous ces patelins, qui avaient des gens de ces clubs qui étaient inscrits au marathon de Valencia. Alors, on avait décidé avec eux que ce serait un bon moyen de profiter du marathon aussi pour favoriser la collecte
d'argent, de ressources pour les gens qui ont été affectés par ces inondations. Disons, ça a été très très bien pris, très bien reçu. Les clubs se sont organisés pour avoir des t-shirts spéciaux, etc., des drapeaux, des messages, etc. Et le club, nous, on a tout ce qu'on a eu, disons, de surplus sur ce marathon l'année dernière, qui a été aux environs de 1 million et quelques, je ne dirais pas etc., a été donné, disons, aux différentes administrations locales pour tout ce qu'ils considèrent dans l'objet spécifique, disons, du sport de l'athlétisme. Donc, ils ont retapé des pistes d'athlétisme, ils ont retapé des stades, ils ont retapé des courses ou des clubs, etc., où il y avait des réunions. Et disons, nous l'année dernière, disons, on a couvert, on n'a pas eu de pertes, on n'a pas eu de gains, mais l'essentiel était ailleurs, c'était de venir en aide aux victimes des terribles inondations. Reparlons donc de cette année, de ce qui attend nos champions. Pas de changement sur le parcours, on est sur le même parcours identique à l'an dernier, ce parcours toujours aussi rapide, cette autoroute à record. Exactement. On va l'afficher d'ailleurs sur YouTube en même temps. Ouais. Exactement le même. Vous verrez là, le parcours, c'est vrai. Les gens viennent ici battre leur propre record personnel parce que tout le parcours est plat. Il y a juste 2 ou 3 ponts qu'il faut monter le pont et puis le redescendre, mais c'est pas grand-chose. C'est une question de 6-7 mètres. Je crois que entre le plus haut et le plus bas, je crois qu'on a entre 10 et 11 mètres de différence dans le parcours, dans les 42 km. Et c'est vrai qu'on a de très bonnes performances toutes les années. Alors justement, tu vas le voir, Paco, nous on a plein d'objectifs très ambitieux pour ce marathon, mais juste faire réagir Johan, notre coach et notre champion. Johan, on l'a dit, autoroute à record, parcours idéal pour aller chercher une perf à Valence. Ouais, c'est un parcours, c'est l'un des parcours les plus roulants qui se fait dans le monde. Hein. L'avantage, c'est des peu de virages serrés. Aucun virage serré, c'est des courbes relativement larges. Après, c'est des grandes avenues très larges. Il n'y a pas trop de pièges, effectivement, il n'y a pas de côte ou quoi que ce soit. Et puis, c'est un peu varié, c'est-à-dire que tu pars un peu en bord de plage, tu reviens dans des quartiers plutôt sympas avec bonne ambiance, tu passes dans le quartier historique, t'es le long du Douro, enfin non, comment ça s'appelle La voie verte. La voie verte, là. Le Touria. Le Touria, pardon. L'ex-rivière. Oui. L'ex-rivière, voilà. Qui est devenu un parc naturel. Et donc tu relonges là. Et non, c'est un super parcours à chrono. Et au-delà du parcours, ce qui fait sa force, c'est la météo. Alors voilà, il y a eu cet épisode où il pleuvait pour le semi-marathon l'année dernière. Et 2 jours après, il y a eu les fameuses inondations. Mais sinon, les conditions météo, elles sont souvent idéales. Il fait un peu frais le matin, 6-7 degrés. Et par contre, à 10h30, il fait déjà 15-16. Il peut même faire chaud sur la fin de parcours, mais t'as pas de vent, t'as très peu de vent, donc chaque année les conditions météo associées à cette qualité de parcours fait que effectivement c'est comme ça que tu vas chercher les chronos. Ouais. Paco, il y a un grand débat en France sur les courses de masse en ce moment, sur les grands marathons, les grands semis. Il y a plus de bouteilles d'eau en plastique qui sont distribuées sur les grandes courses parisiennes et ailleurs. Est-ce que cette année à Valence, il y aura encore des bouteilles d'eau pour tous les participants à chaque ravitaillement ? Non. Je crois qu'il nous reste, je ne sais pas si c'est le premier ou c'est le dernier ravitaillement qui aura encore des bouteilles, disons, et je crois que ce sera pour le premier des paquets, appelons ça comme ça. Mais sinon, non, c'est des verres en carton
qui seront donnés, disons, c'est normal, c'est l'évolution de l'environnement. Et il faut s'y mettre. Il n'y a pas de problème. Il faut essayer d'avoir le moindre des plastiques possible. C'est comme ça. Paco, tu viens de nous mettre un coup au moral. Je vais pas te mentir. Nous, on était persuadés qu'il y avait des bouteilles d'eau. Là, on prend un coup au moral. Là. Ah ouais, là. Mais c'est les gobelets que tu peux plier, tu peux boire tranquillement quand même. Je veux dire, non. Pour que tu sois tranquille, disons, ça dépend de toi. On n'interdit à aucun d'avoir une bouteille en plastique petite dans ses mains. Hein. C'est pas interdit. Voilà. Bon, ça marche. Mais comme ça, c'est bien que tu nous le dises assez tôt. Comme ça, on peut adapter sa stratégie. Mais le gobelet, il faudra faire attention. C'est une problématique supplémentaire, Johan, à aborder. Et voilà, il faudra en tenir compte. Désormais. Alors, gobelet en carton, encore, il est pliable et tu peux faire une espèce de goulot et boire avec. C'est mieux qu'un gobelet plastique. Bon. Donc, les gens qui boivent beaucoup se plaignent parce qu'ils ont deux mains et ils ne peuvent prendre que deux verres en plastique, deux en plastique, en carton. Ouais. Donc, parce qu'ils ne sont pas grands, ces verres. Donc, mais il n'y a jamais une solution parfaite dans ces choses-là. Voilà, par exemple, au semi-marathon, on a eu un sponsor qui nous a donné des comment on appelle ça, des sacs en papier fort, mais des sacs, disons, pour ramasser tous les cadeaux que les gens avaient recevaient, ce qu'on appelle dans la poste arrivée, ils reçoivent des cadeaux, des sponsors qui sont là et qui mettent là. Comme il a plu, les sacs en papier se sont mouillés et tout est tombé par terre. C'était, super. Disons, appelons ça avec le mot qui lui convient, une merde terrible. Ok. Paco. Les ravitaux, c'est tous les combien de temps de ravitaux d'eau? Les ravitaillements, c'est tous les combien de kilomètres? Moi, j'ai sous les yeux 5,5, 10, 14,5, 18,5, 23, 25, 28, 33, 34, 37, 40, Nasser. Voilà, c'est très régulier. Disons, ce que vous voyez là, ces kilomètres sont les kilomètres exacts, mais c'est parce que, pour une raison ou pour une autre, au kilomètre, par exemple, 25, il y a une statue, on peut pas mettre un poste... Oui, voilà. Ça décale un peu, ça peut être 25,5 ou... Voilà, c'est ça, exactement. Paco, qu'est-ce qu'on trouve d'autre sur les ravitaillements, à part les gobelets avec de l'eau? Est-ce qu'il y a du solide de présenter? Là, tu me poses une question, je ne suis pas sûr. Je crois qu'on a, disons, des boissons énergétiques qu'on appelle, à certaines, pas à tous, à certains endroits, à certains postes, et c'est tout, parce qu'on avait essayé à un moment donné d'avoir d'autres boissons, mais à la fin ça prenait, disons, les gens s'arrêtaient pour essayer, il faut, dans l'organisation, il faut pas qu'ils s'arrêtent, il faut qu'ils continuent, sinon malgré que tu fasses des groupes de différents départs disons, au départ, à la fin, ça finit par tout se mélanger et disons, la plus grande peur, le plus terrible accident que moi je me rappelle dans mon expérience, c'est d'arriver à un moment donné où, pour des raisons de masse, il faut que tu t'arrêtes. Oui. Et ça, il faut l'éviter. Ah non, bien sûr. Alors justement, c'est tout ton enjeu, c'est le premier ravitaillement. C'est exactement ça. Et surtout, c'est un terme de densité. La densité est énorme à Valence. Nous, on n'arrête pas d'en parler. Hein. Les objectifs sont ambitieux. Nasser vise 2h28. Après, moi, j'aimerais viser 2h45. Anto Mounier, 2h50. 3 heures pour Arnaud Clément. Laure voudra le finir en moins de 4 heures. Là, on est sur des chronos très rapides sur des marathons classiques. Mais à Valence, il y aura un sacré paquet de coureurs, même dans les allures de Nasser à 2h28, Paco. Là, il y aura du monde pour courir avec lui. Hein. Ah, non, sûr.
Sûr. 2h28, Nous, il y aura du monde. 9 départs différents. 9 départs différents. Disons, 9 vagues. On appelle ça les vagues différentes. Pour précisément qu'il n'y ait pas cette et normalement, il y a beaucoup plus de danger à partir de, appelons ça 2h45, 3h, que dans les premiers. Les premiers, même si ça s'étire, il n'y a pas de danger. Les gars, est-ce que vous voulez profiter de la présence de Paco pour lui poser des questions, Nasser, Anto? Est-ce qu'il y a des questions que vous posez sur l'orga, sur le parcours, sur les ravitaillements? Est-ce qu'il y a des trucs particuliers? Nasser, est-ce que tu as une question? Non, pas particulièrement, non. Et savoir s'il y a peut-être des gels, etc. Non, pour les. Je sais pas si. Parce que certains. Il y a 2 ravitaillements avec des gels. J'ai regardé ça avant. Il y a au 16e et au 34e kilomètre. Non, il y a des gels. Il y a des gels, mais je ne peux pas te dire maintenant, pas à tous. Mais je ne sais pas si c'est au kilomètre, au semi-marathon, ou au 20, ou au 25, ou au 30. Ils ne sont pas, disons, les premiers, là. Ils ne sont pas au 5, ils ne sont pas au 10, ils ne sont pas au 15. Je crois qu'ils sont à partir de là. C'est quelle marque, toi? Je crois que ce sont deux c'est ça qu'il faut savoir, c'est la marque. C'est quoi ta marque partenaire, Paco, pour les gels, tu sais? Ah non, je ne peux pas te dire. Là. À ce moment, tu me prends. Je te l'envoie par. Ouais, ça marche. Moi, je vois les partenaires principaux. Tout à l'heure, là. Dans les boissons énergétiques, il y a Powerade qui est connu, et je crois qu'il y a une marque qui s'appelle Enervit, voilà, qui fournit, pourquoi pas, des gels pour les coureurs. Paco, il y a un autre. Il y a un autre point important, 2 autres d'ailleurs pour les coureurs français qui nous écoutent et qui vont aller à Valence. Le premier, ce sont les meneurs d'allure. Il y a beaucoup de densité. Nous, on l'a couru. Moi, je l'ai couru en tant qu'amateur, Johan en tant qu'élite. Mais moi, en tant qu'amateur, je l'ai vu sur les allures ciblées à l'époque 2,50, 2,55. Il y a beaucoup de gens. Mais il y a des meneurs d'allure à partir de quel objectif chronométrique ? Je crois qu'on a un meneur d'allure 2h45, je ne sais pas si même 2h30. Et à partir de là, c'est 3h, 3h30, 4h, 4h. Voilà, c'est ça. Toutes les demi-heures. Après, vous serez emmené sur ces allures-là. Autre question importante, c'est l'emplacement des spectateurs. Où est-ce qu'il faut se placer? Quels sont les meilleurs points d'intérêt pour les spectateurs, les personnes qui viennent en famille et, et qui veulent apercevoir les coureurs plusieurs fois? Parce que le parcours fait quelques allers-retours quand même. Là, maintenant, sérieusement, il y a des endroits qui sont pleins de monde. Et alors, les endroits pleins de monde, c'est exactement le noyau du centre-ville. Ok. Et là, sur la carte, vous pouvez le voir, les alentours de la place de la mairie, par exemple là, si on voit, comment on appelle ça, ce graphique-là, c'est le côté, c'est surtout en dessous de la rivière, quand la rivière fait le tournant là, en dessous, et le côté où il y a pas mal de tournants là, ça c'est le centre-ville là. Tu vois. Là, il faut l'éviter si vous ne voulez pas être inondé de gens. Tout le reste, même la plage, même tous les alentours des universités et même le côté, appelons ça aussi bien gauche que droite, comment on appelle ça? C'est bien. Ceux qui nous écoutent et que ça intéresse, à la première place sans problème. Allez voir sur YouTube, il y a le descriptif exact avec Paco qui a bien montré justement où c'était. On peut dire que c'est au-dessus de la... C'est une voie verte en fait. Le Touria, c'est une voie verte. C'était une rivière qui a été fermée. Ça, c'est la voie verte. Mais c'est au-dessus de la voie verte que c'est compliqué. C'est là le centre-ville. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est l'ex-rivière, c'est notre disons, terrain d'entraînement. Ah, c'est magnifique d'ailleurs. Pour vous entraîner pour le footing de la veille, c'est fantastique. D'ailleurs, petit message à tous ceux qui nous écoutent. RMC Running organisera un run communautaire d'avant-course, un check-out run avec tous nos champions qui seront là le samedi matin. Donc, on vous donnera rendez-vous au pied de notre hôtel et vous pourrez venir courir avec nous et faire la reco avec nous de veille de course avec le grand maître Yodu qui donnera ses conseils. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner, Paco? Par exemple, sur le salon du marathon de Valence, est-ce que tu privilégies
privilégie plutôt le vendredi pour être loin de la foule, pour venir chercher son dossard notamment, non? Si vous pouvez aller le vendredi. Le samedi, ça va être inondé à fond. Ouais. Ça veut dire non seulement l'endroit, c'est la foire d'exposition que l'on le fait, mais en plus le transport pour y aller et revenir, ça va être disons terrible. Donc si vous pouvez, même si vous arrivez en avion à midi le vendredi, à première heure, vous ne serez pas les seuls qui venaient directement de l'aéroport. Avec les valises. La foire. L'expo est très près de l'aéroport, donc vous ne faites pas, disons, un grand tournant pour passer là. Donc vous passez là, et de là, vous repartez sur la ville, sur votre hôtel, sans aucun problème. Excellent conseil. Merci Paco. Et juste un mot sur ton plateau élite. Tu as du champion qui vient. Est-ce que le record peut tomber cette année? Est-ce que tu sais un peu quels sont les champions qui vont se présenter? Le gars qui a le record de Valencia vient, disons, c'est Sisai Lema, c'est un Éthiopien qui a fait 2h01.48 en 2023, donc c'est notre record. On ne voit pas en ce moment, on est peut-être prudent, mais on ne voit pas en ce moment, même lui qui y revient, mais même lui, il ne semble pas être dans la meilleure de ses conditions physiques. Donc cette année, on ne passe pas la fille qui a le record, Amane Berisso, aussi sera là. Il a le record 2h14.57 en 2022, mais aucun n'a a priori la condition, disons, de pouvoir faire ça. On va essayer de taper, faire une bonne course de façon à qu'on oublie toutes les catastrophes et on pense, disons, en priorité unique d'avoir d'attaquer, au moins attaquer, être conscient de qu'on attaque les records, aussi bien masculin que féminin, même si le féminin est de plus en plus difficile. Mais bon, on en est là. Notre ami Lema, voilà. On verra. Moi, je t'envoie un candidat au podium, Nasser Bouhanni. Il est un peu blessé, mais méfie-toi. Il peut créer la surprise. Du coup, Nasser, t'as une chance, il n'est pas en forme. Dans une bonne journée, attention. Voilà, ça peut. En tout cas, il va partir vite. Sache-le, il partira vite. Je serais enchanté, disons, qu'un Français soit non seulement en troisième position, mais si possible en seconde, et extraordinairement parlant, la première. Ce serait pas mal. Attention à Nicolas Navarro qui est très en forme, donc on espère que Nico pourra être à la hauteur de ses ambitions sur ce magnifique marathon de Valence. Nico a fait 2h05.53. On espère qu'il pourra faire, pourquoi pas, moins de 2h05 sur le marathon de Valence le 7 décembre prochain. Paco, merci beaucoup de t'être libéré, de nous avoir accordé du temps. On se voit le week-end de Valence, le 5, 6 et 7 décembre, avec plaisir. Enchanté les gars, vous savez que c'est toujours un plaisir de parler avec vous. Okay. Et tu reviens quand tu veux. Merci Paco, bonne préparation. Salut. Et on se voit le week-end du marathon. Merci Paco, bye bye. Ciao. Et voilà les conseils avec ce coup dur. Les gars, il va falloir porter vos flasques. Oh le coup dur, moi je savais pas, on a bien fait de lui poser la question. Ah ouais, c'est dur, mais c'est comme ça. Nasser, j'ai vu ta tête. Les mauvaises nouvelles s'accumulent, Nasser, en ce moment. Ah ouais, là c'est dur. Là c'est là où il va falloir que je sois bon, parce que si j'ai les flasques de tout le monde sur le dos... Il va le savoir. Tu vas avoir un t-shirt à scratch où on va scotcher chacun nos flasques. Il va falloir choisir à un moment donné, parce que je pense pas que tu puisses boucher les trous de 15-20 minutes. Ah non, voilà, faut les endroits stratégiques. Je peux tout faire. Choisir. Ouais. Non, là, on en peut pas être avec l'or et avec
Ouais, ça c'est sûr. C'est important d'avoir cette information assez tôt finalement, entre guillemets, Johan, parce que comme ça on peut se préparer, déjà psychologiquement et aussi à l'entraînement, bah voilà, à être... porter ses flasques. À partir certainement avec ses flasques et avec peut-être pas un gilet carrément, mais certainement avec pourquoi pas un bandeau avec les flasques à l'intérieur. C'est une stratégie de course qui va être totalement différente que s'il y avait eu des bouteilles d'eau comme à l'époque, ouais. Exactement. Donc les athlètes sont au courant maintenant. Préparez-vous. Voilà. Mais après, si tu as du monde sur le parcours pour te donner les flasques, etc. Ouais, il faut pas le louper. Le risque, c'est de le louper. Alors, ça. Voilà. Faites attention parce que nous, on l'a vécu. Et alors, encore une fois, Johan, non, parce que c'est un élite et lui, il a un tel niveau qu'il s'en est pas rendu compte. Mais moi, je l'ai couru en 2h50 il y a 2 ans et j'étais dans un essaim d'abeilles. J'étais vraiment dans un peloton hyper impressionnant. On avait un pote sur le parcours avec Johan. Et pour vous dire, donner un ordre d'idée, il a pris en photo plusieurs fois le groupe dans lequel j'étais. Et il fallait qu'il regarde au ralenti pour voir où j'étais dans le groupe. C'est-à-dire qu'il m'a jamais vu en vrai en train de courir en direct, quoi. Il a dû regarder sur son téléphone au ralenti tellement il y avait de monde et de densité. Surtout sur nos allures d'ailleurs, Anto, Arnaud et moi. Donc à mon avis, ce sera très compliqué de repérer quelqu'un et d'aller attraper une flasque au vol comme ça. Ou alors, il faut trouver peut-être le bon point stratégique, quoi. Bon, on aura le temps de réfléchir. Il faut se donner une stratégie, se dire à tel point sur le côté droit de la route, au 18e kilomètre, au côté droit, tu vois, vraiment partir sur. Il faut mettre une stratégie en place pour pouvoir voir la personne. Effectivement, c'est compliqué. Hein. Et Nasser, il a intérêt à mettre un maillot à pois, jaune et rouge, le maillot à pois du meilleur grimpeur, là, on le verra. Voilà. Ou meilleur sprinter en vert. Il se mettra en vert. Voilà. Très bien. À vert, il y en aura du vert. Ah, il y en aura du vert. Bon, eh ben, écoutez, on a le temps de s'organiser. Merci à tous d'avoir été là. J'ai juste un dernier bon plan avant qu'on se quitte, parce que, vous le savez, cette OP est sponsorisée par Coros, qui nous a aidé à obtenir les dossards et à monter ce magnifique événement. Sachez qu'en plus de ça, Coros met en place un code, un code promo sur le site de Coros. Si jamais vous achetez une montre Coros, vous avez un accessoire offert si vous rentrez le code promo suivant, RMC Running 0712, tout en majuscule, RMC Running 0712. Si c'est le moment de changer votre montre, vous y allez. Il note. Voilà. Ouais, c'est quoi? Non, je note parce que j'ai 3-4 personnes qui m'ont demandé. Ah bah voilà, tu vois. Du coup, je vais leur envoyer le code. Hein. On en plaisante, mais si vous achetez la montre et que par exemple en accessoire vous avez le brassard cardio qui est exceptionnel et dont tout le monde se sert, n'hésitez pas, ça peut vous aider dans votre entraînement. Il y a la nouvelle qui est sortie là justement, non? La nouvelle, exactement, on en parlera, la Pace 4 qui vient de sortir de chez Coros. Les gars, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Nasser, bon courage à toi, on ne te lâche pas, on espère que tout va s'améliorer, tu nous tiens au courant de l'IRM demain. Merci à toi Anto, une belle semaine d'entraînement, pense à dormir bonne semaine à tous. De temps en temps. Ouais, et merci à toi Maître Yodu, comme d'habitude exceptionnel, et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.